Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présent à cette vidéoconférence organisée par la PSP. C'est la deuxième soirée qu'on propose avec cette modalité de la visioconférence, qu'on ne pouvait plus se réunir en fait en présentiel avec les circonstances sanitaires que vous connaissez bien. Et on a choisi de se réorganiser pour pouvoir continuer à échanger ensemble et se rencontrer autrement autour des soins palliatifs et autour de thématiques qui nous rassemblent pour pouvoir croiser nos regards et partager sur nos expériences et continuer en fait à nous former et à rester dynamique et dans un mouvement de réflexion autour des soins palliatifs. Voilà, je vais passer la parole à Marie-Louise. Je vous parlerai des prochaines soirées en conclusion. Je te remercie. Je suis Marie-Louise Damiani, médecin de l'équipe territoriale de soins palliatifs. Et je vous remercie tous d'être nombreux à notre écoute. J'ai le plaisir de présenter cette soirée sur l'éthique, qui est l'un des sujets les plus importants des soins palliatifs. Cette soirée va se diviser en 3 parties. Dans les 2 premières parties, les orateurs vont présenter leur PowerPoint. Et dans la 3e, vous pourrez poser des questions par chat. Et je lirai avec Solange Marcussi les questions aux orateurs qui répondront. Donc, dans la première partie, c'est Didier Quintini, qui est infirmier d'équipe intra-hospitalière de soins palliatifs à la PHM, secteur sud et centre. Depuis une dizaine d'années, il va nous parler ce soir du temps de réflexion sur l'éthique intégré à la pratique du soignant, car dans ses missions, il assure des formations sur l'éthique au personnel de la PHM. En 2e partie, ce sera le docteur Tesson, médecin-chef à la clinique Sainte-Élisabeth, qui va traiter également de l'éthique, avec un titre prometteur, Qui trop désire, mal étreint. Le suspense reste entier. Donc, en 3e partie, ce sera les questions. Et je vous souhaite vraiment une très bonne soirée. Et je laisse tout d'abord la parole à Didier Quintini. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, voilà, on m'a présenté. Je vais vous présenter ce soir l'un des projets qui a débuté il y a plusieurs années maintenant au sein du service d'oncologie médicale et de soins palliatifs qui s'appelle l'éthique du soin intégrée à la pratique soignante. Donc, ce projet, donc, comme je l'ai dit, s'intitulait l'éthique du soin intégrée à la pratique soignante au sein de la Timone dans un seul service. Le projet, du coup, avait une autre branche qui s'appelle EVA et SIPS, EVA pour évaluation, pour évaluer en fait l'impact de cette formation. Alors, j'aime pas trop le mot formation et j'y reviendrai après dessus. L'impact de cette formation sur la relation patient-soignant et en même temps l'impact de cette formation sur le burn-out des soignants participants. Donc, ce projet a débuté en 2015-2016 par un projet pilote. Donc, au sein du même service, le but était de sensibiliser en fait le personnel soignant à l'éthique du soin. C'était vraiment une sensibilisation, ça durait 1 jour et demi, et c'est l'ensemble du service d'oncologie médicale, tous les paramédicaux et il y avait aussi des agents des ASH et des agents d'accueil. Donc, ça s'est étalé sur à peu près 4 mois, le temps de former tout le monde. C'était des petits groupes de 12 personnes. C'était donc une formation obligatoire. Et ce projet a été évalué avec des questionnaires avant-après, qui a donné lieu justement à une publication. Je passe un petit peu, sauf s'il y a des questions plus tard sur justement l'évaluation de ce projet pilote. Ce qui est plus intéressant, c'est la 2e partie, la 2e phase du projet. 2e phase du projet. Ah, ça apparaît tout d'un coup, ça apparaît pas au fur et à mesure comme c'était prévu. Bon, c'est pas très grave. Donc, pourquoi un tel projet? Mais déjà, à partir du constat que actuellement, en fait, faire des soins, prodiguer des soins à un patient, tout est assez normé, protocolisé avec des procédures. Tout ceci est bien sûr utile pour avoir des prises en charge communes un petit peu de partout en France et que tout le monde ne fasse pas un petit peu comme il veut dans son coin. Utile aussi
parce que c'est souvent basé sur des recherches pour qu'on prenne au mieux en charge les patients. À côté de ça, il y a aussi cette médecine qui est de plus en plus hyper technicienne et qui standardise qui est de plus en plus standardisée et qui standardise la prise en charge des patients. Mais ces deux choses-là risquent d'amener de plus en plus au danger du patient-objet. La deuxième raison, c'est la répétition des soins. Les soins sont répétés par des soignants en fonction d'une procédure ou d'une norme où on leur dit comment il faut faire le soin et en même temps pris dans le temps et dans le manque de personnel. Donc, pris dans ces actes qui viennent de plus en plus à être routiniers, ça limite de plus en plus le questionnement et la remise en question de ce qu'ils font auprès de la personne qu'ils ont en charge. Et petit à petit, ça peut en amener à une dépersonnalisation du patient. La troisième raison, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'un soin? Un soin, quand on y réfléchit, c'est un acte qui soigne, mais c'est aussi une relation humaine dans la singularité du patient. Et la quatrième raison, c'est que de toute façon, toutes nos approches doivent être plus réflexives. C'est-à-dire que toutes ces normes, tous ces protocoles, toutes ces procédures doivent nous aider à prendre en charge le patient, mais ne doivent pas pour autant en enlever la réflexion et doivent pouvoir s'ajuster en fait à chaque situation. Mais la répétition, le manque de temps et le fait du poids des fois de certaines institutions, de certaines procédures énormes font qu'on en oublie justement à avoir cette réflexion. Et le comité national d'éthique et le code de déontologie du Conseil international des infirmiers préconisent justement d'organiser des formations sur l'éthique du soin. Donc, c'est ce qu'on a mis en place dans notre service. Donc, l'objectif de ce projet, c'était justement d'éviter cette dépersonnalisation, d'éviter la perte d'empathie et d'accroître l'accomplissement personnel en développant au quotidien, parce que c'est bien ça dont il s'agit avec l'éthique du soin, c'est du quotidien. C'est pas une réflexion, est-ce qu'on fait une chimio, est-ce qu'on fait pas une chimio, est-ce qu'on arrête des soins, est-ce qu'on doit sédater le patient ou pas. C'est pas de ce dont il s'agit avec l'éthique du soin. Donc, développement au quotidien d'une approche plus réflexive des actes standardisés, un questionnement sur la finalité en fait des actions que les soignants ont auprès des patients. Et dans action, il y a tout. Le fait de rentrer dans une chambre, c'est une action. Donc, comment je rentre dans une chambre, comment je rentre en contact avec un patient ou avec une famille. De favoriser la réflexion éthique sur l'administration des soins, comment j'administre un soin, et s'interroger sur la relation soignant-soigné. Et dans l'idéal, c'était qu'il y ait un transfert de cette réflexion de l'éthique du soin au sein des unités où les participants étaient rattachés. Donc, la population, cette fois-ci, on l'a fait sur la base du volontariat. C'est-à-dire que c'était dans le même service. La plupart des agents, en fait, avaient eu la sensibilisation à l'éthique du soin. Donc, on a proposé à ceux qui le désiraient de poursuivre. Donc, au final, nous avons eu, excusez-moi, des soucis avec le PowerPoint. Au final, nous avons eu en fait 16 soignants qui se sont manifestés avec des infirmiers, ASH et des aides-soignants, du personnel de jour, de nuit et de l'hôpital de jour, de l'unité de soins palliatifs et l'unité de cancérologie. Bon, ça ne veut pas revenir en arrière. Donc, je ne sais pas si j'ai tout dit de la diapo précédente, mais je pense. Je veux juste être sûr de ne pas oublier certaines choses, mais... Donc, le but étant d'arriver au maximum de 16 participants, parce que vous comprendrez que par rapport à la pédagogie que j'ai utilisée par la suite, il ne fallait pas que j'ai de grands groupes. Donc, on était arrivé aux 16, il y avait une date butoir. Tous ceux qui se sont manifestés trop tard n'ont pas pu intégrer justement ce petit groupe de personnes. Donc, les sessions ont été construites, elles n'ont pas toutes été construites. Au total, il y avait 6 sessions, c'était sur 2 ans qui s'engageaient. Donc, 6 sessions, une par trimestre sauf l'été. Donc, et on a voulu volontairement les construire au fur et à mesure en fonction de ce qui s'était passé sur les sessions précédentes. Avec une idée quand même en tête d'un fil conducteur, on essayait de broder autour du fil conducteur, mais en fonction de ce qui s'était passé la fois d'avant, des questionnements ou des résistances du personnel soignant, on devait aller un petit peu plus les chercher. Donc, du coup, on avait décidé de construire les sessions les unes après les autres. Et ça répondait toujours aux objectifs quand même initiaux.
on essayait de s'adapter au maximum. Les thèmes, ils n'étaient pas réfléchis à l'avance. La pédagogie qu'on allait utiliser, j'y reviendrai un petit peu plus tard. La posture sur laquelle on devait se trouver et le retour en fait des participants à chaque fin de session. Ça demandait énormément de flexibilité, déjà dans l'espace, parce que donc je suis sur la PHM et c'est pas toujours évident d'avoir un lieu pour réunir ces personnes-là, parce que volontairement, on voulait les extraire du service dans lequel ils étaient et être dans un espace, on va dire, convivial. Donc, on a trouvé l'espace éthique Méditerranée sur la Timone, mais c'était pas toujours, on n'avait pas toujours la salle, donc il a fallu des fois trouver des petites salles, et où là, d'un seul coup, pour la pédagogie que j'ai utilisée, c'était pas l'idéal. Je reviendrai, hein, je fais du mystère sur la pédagogie. En flexibilité en termes de temps aussi, parce que il est vrai qu'on avait c'était des sessions de une journée, mais souvent ils avaient besoin, en fait, les participants de relâcher, de dire plein de choses de ce qui s'était passé, pas passé, de leur mécontentement, d'un dysfonctionnement institutionnel. Donc, il a fallu leur laisser des temps de parole un petit peu pour qu'ils déchargent, pour après leur laisser l'accès à la réflexion, parce qu'on s'est vite aperçu que si on les canalisait trop, en fait, c'était très redondant, en fait, leur revendication sur un dysfonctionnement. Donc, on avait pris le parti, passé un moment, de leur laisser la parole pour après, justement, reprendre la formation, mais au moins ils s'étaient délestés de leur mécontentement, je dirais, institutionnel. Flexibilité dans le jeu, c'est-à-dire une double flexibilité, parce que les jeux, c'est une pédagogie exclusivement basée sur le jeu. Donc, il a fallu innover à chaque fois qu'on devait les rencontrer, proposer des jeux toujours différents. Et quand on lançait un jeu, en fonction en fait de comment ça prenait ou ça ne prenait pas, de changer les règles du jeu au fur et à mesure en fait pour amener de la réflexion dans la session. J'attends la diapo d'après. Donc la pédagogie que j'ai pris le parti d'utiliser, donc c'est une démarche pédagogique essentiellement inductive, c'est-à-dire qu'on part du quotidien pour en arriver à de la théorie. Une pédagogie participative, coactive et applicative. Et c'est surtout une pédagogie dans laquelle, je vais le mettre un petit peu plus tard, je me mets dans une position de maître ignorant. Je partais du principe que je ne savais rien, que je n'étais là que pour en fait les accompagner. Je me faisais l'avocat du diable, je me mettais parfois de leur côté, j'utilisais de l'humour et on utilisait exclusivement que des jeux. Et à la fin de chaque jeu, il y avait du coup un temps de pause où on reprenait un petit peu ce qu'il en sortait du jeu en termes de réflexion. Donc, c'était donc du jeu, des discussions, des études de cas, des débats. Je vous ai mis quelques exemples utilisés pour ceux qui connaissent les techniques de Tiagi. C'est des techniques de jeu comme la technique de Dels, les étoiles mystérieuses. Mais parfois, ils nous ont la conférence de presse aussi. Et puis, eux, ils se sont pris au jeu aussi, des fois, de nous demander, à la fois prochaine, on veut jouer au millionnaire. C'est là où je vous ai dit que ça nous demandait, en fait, de nous adapter. C'est que, c'est un moment, comment je vais, en fait, la thématique, c'est celle-ci, comment j'intègre le millionnaire, en fait. Et en fait, ils voulaient, hein, c'était avec des buzzers, appel à un ami. On a vraiment fait un appel à un ami. Durant la séance, ils avaient le droit d'appeler le service pour demander à un de leurs collègues. Il y avait le 50-50, il y avait tout ça. Comme si on était vraiment au millionnaire, avec le même écran, en fait. Voilà, vraiment pour être dans l'immersion et qu'ils se croyaient vraiment dans le jeu, mais en même temps, il y avait une réflexion derrière. Les objectifs en fait de cette approche, hein, inductive, participative, coactive, applicative, avec des jeux, c'est en fait d'éviter les résistances, parce que avec un caractère trop scolaire d'une formation standard, on avait peur de vite tomber dans qu'il s'ennuie. Parce que c'est vrai que quand on dit éthique, ça peut faire peur, ça peut être barbant, et c'est exactement en fait le retour qu'on en a eu de l'étude pilote dont je vous ai parlé sur la première diapo. C'est qu'on leur a demandé en fait leur motivation à venir à la formation qui était obligatoire. La motivation, elle était de 6 sur 10. À la fin de la formation, on leur a demandé en fait leur satisfaction. Leur satisfaction, elle est en moyenne de 9,5. Et rapidement, ils m'ont dit, mais c'est vrai, quand on nous a obligés à avoir une formation sur l'éthique, on s'est dit, mon Dieu, que ça va être nul et barbant. Et ils nous ont dit, tu nous as fait découvrir en fait l'éthique sur une autre forme. Et là où c'est très intéressant, c'est que justement, les avoir amenés par le jeu, j'en suis arrivé, même moi, parfois, à être surpris des discours et des échanges qu'ils pouvaient avoir entre eux, parce que du coup, j'ai dû, moi, passer un moment me former aussi à l'éthique, et elle me dit, mais en fait, ils se sont saisis du jeu, et maintenant, ils peuvent parler des différentes formes d'éthique, utilitaristes et tout le reste,
et échanger autour de ça. Ils ont vraiment compris ce que c'était et ils échangent. Et j'ai trouvé ça tellement, pour moi, du coup, spectaculaire qu'ils en arrivent à des gens qui sont novices dans ça, à pouvoir échanger sur des points assez précis de l'éthique. Je trouvais ça très intéressant, en fait, d'avoir réussi à les intéresser. L'objectif aussi de cette approche, c'était de pouvoir mettre en pratique, en fait, la théorie que nous, qu'on abordait au moment de ces séances. Comme je vous l'ai dit, moi, je me suis mis dans une posture de maître ignorant. Je ne sais rien. Je suis un guide pour eux. Et j'étais là pour favoriser, en fait, l'interrogation et l'expression des participants. Je voulais vraiment que tout le monde participe. Être très vigilant. Si quelqu'un ne prend pas la parole, il faut que je tourne le jeu pour que cette personne ait à prendre la parole, passer un moment. Donc voilà, en faisant appel à leurs connaissances, parce qu'ils en ont des connaissances en éthique, on ne met juste pas forcément des mots sur certaines définitions. L'utilisation de contre-exemples, me faire l'avocat du diable, et surtout la valorisation. Donc tout ça favorise le raisonnement allant de la pratique à la théorie, et en aucun moment, en fait, je donne la solution ou la réponse. Par exemple, quand au début, je les fais réfléchir sur qu'est-ce que l'éthique, ben, je vais leur donner des phrases comme ça qui vont apparaître. Je vais leur demander, d'après vous, est-ce que c'est de l'éthique ou est-ce que c'est de la morale? Ils vont se positionner, mais je ne vais pas leur dire si c'est de l'éthique ou de la morale, non. Je vais les questionner pour essayer de les faire réfléchir au maximum. Et généralement, au bout de les 5-6 affirmations, ils commencent à émerger la différence entre l'éthique et la morale, et de eux-mêmes, ils en sortent une définition. Donc ça, c'est l'exemple concret de la façon en fait de faire en tant que maître ignorant, et d'aider les autres à s'interroger pour qu'en fait il y ait un savoir qui émane d'eux. Là, vous m'entendez beaucoup parler de théorie, parce qu'en fait, la formation, elle était en deux parties. Une première partie qui était sur de la théorie, parce qu'on ne peut pas parler d'éthique du soin sans savoir ce que c'est que l'éthique et faire la différence avec la morale et des différents types d'éthique qui existent, les différents grands principes qui existent en éthique. Mais comme je ne voulais pas faire de lourdeur et que le but c'était de parler d'éthique du soin, il y avait toujours le premier exercice qui concernait de la théorie, mais sous forme de jeu. Et après, le reste de la journée, c'était vraiment purement de l'éthique du soin. J'attends la diapo d'après. Donc ceci, ben, voilà, j'en ai parlé. J'étais souvent secondée par une psychologue qui était modératrice, qui m'accompagnait et qui m'aidait en fait à tenir le groupe, parce que ça peut vite partir dans tous les sens. Donc le contenu, donc comme j'ai commencé à vous le dire, il y avait cette première partie, c'est les fondamentaux en éthique, où le but était, excusez-moi, de définir, par exemple, de définir l'éthique, de faire la différence entre l'éthique et la morale, et de savoir faire la différence entre l'éthique, la déontologie et le droit. Il y avait aussi de savoir différencier l'éthique normative, l'éthique réflexive, l'éthique clinique et l'éthique du soin. Voilà. Et donc, comme il y avait plusieurs sessions, à chaque fois, il y avait de l'apport théorique différent, mais ça ne représentait qu'un seul jeu. Ensuite, le corps, ce que j'appelle le corps des ateliers, c'était vraiment de l'éthique du soin, où là, on abordait, par exemple, la prise de conscience de qu'est-ce qu'être soignant. Les différences asymétriques qu'on peut retrouver dans la relation soignant-soigné. Parce que souvent, on n'entend parler que d'une seule asymétrie, hein, le soignant dominant sur le patient, mais il en existe d'autres, et de les faire réfléchir sur cette position-là. La violence des soins, le sadisme des soignants, qu'est-ce que les autres? Tout ce genre de choses-là, là, ça reste des thématiques dites comme ça ressemble à de la théorie, mais on ne l'abordait pas sur le format théorique, on l'abordait vraiment sur un format pratique de leur quotidien, en fait, à travers le jeu et toujours exclusivement à travers le jeu. Et la conclusion, on se servait de cet atelier-là, justement, pour leur apporter un savoir-faire pour qu'ils puissent apporter ce qu'ils avaient appris, eux, dans leur journée, au sein de leur service, sans faire de cours théoriques. Puisque de toute façon, j'en faisais pas moi-même. Il fallait qu'ils sachent prendre un petit peu la même position que moi en tant que maître ignorant et d'essayer de faire véhiculer ceci au sein avec leurs collègues. Donc, l'évaluation en fait de ce projet, donc il y avait déjà l'évaluation de la satisfaction de la formation elle-même. À la fin de chaque session, on leur demande
En gros, le lieu, la forme pédagogique utilisée, les outils pédagogiques, tout ça, si ça leur convenait ou pas, et ils faisaient une notation, le dynamisme de groupe. Et ensuite, l'évaluation de l'impact de la formation. Donc, il y avait 2 évaluations. Une évaluation où on essayait d'évaluer la pratique du soignant sur la relation soignant-soigné. On avait créé une échelle qui s'inspirait de l'échelle de Jefferson, qui est sur l'empathie du médecin. Et ça, très rapidement, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et la deuxième évaluation, c'était l'évaluation du risque de burn-out, où là, on a utilisé une échelle, l'échelle de Maslach, qui justement cote l'épuisement professionnel, la dépersonnalisation, la perte d'empathie et l'accomplissement personnel. Donc ça, il y a eu une évaluation pour A et B. Il y a eu une évaluation avant le début de la formation, pendant, et malheureusement après, ça n'a pas pu être fait parce que le Covid est passé par là. Sachant que j'avais 2 bras, j'avais un bras de participants et un bras de non-participants qui remplissaient les questionnaires lors de leur intervention auprès des patients et sur le burn-out. Alors, je ne sais pas si ça n'a pas tout sauté d'un coup. Excusez-moi, je vais essayer de revenir en arrière. Non, c'est ça. Le retour d'expérience, en fait, parce que c'est ce qui est quand même, je trouve, assez intéressant sur ce type de formation-là. Déjà, ça a nécessité un énorme soutien de l'encadrement paramédical, parce que c'est-à-dire que quand moi je disais que c'était le 18 février la formation, il fallait que les cadres, infirmières, jour, nuit et de toutes les unités se mettent d'accord et arrivent à faire partir tout le monde en formation le même jour. On en est arrivé à la motivation à des agents, que j'ai des agents qui, comme ils avaient posé des congés, ils ont décalé leurs congés pour pouvoir venir à la formation. Donc ça m'a fait, personnellement, ça m'a fait plaisir. Et ça m'a montré aussi l'intérêt en fait qu'ils portaient à cette formation-là. Je me dis que quand même, ils en arrivent à décaler une semaine de congé pour pouvoir venir à la formation. Donc ça m'est arrivé 2-3 fois, donc ça m'a quand même, et pas sur le même agent, sur des agents différents, donc ça m'a fait plaisir et ça montre aussi vraiment un intérêt pour moi, pour tout, pour le projet, c'est pour le projet, pour l'éthique du soin et pour la forme pédagogique utilisée. Ce qui a été difficile pour moi, c'est cette posture de maître ignorant, parce qu'on en entend, je dirais, des vertes et des pas mûres parfois, et savoir se mordre la langue et de réfléchir. Ça demande beaucoup d'adaptabilité, de réfléchir à comment, en fait, les faire réfléchir pour qu'ils se décalent un petit peu, qu'ils arrivent à faire un petit pas de côté et qu'ils ne restent pas ancrés dans leur position. Donc ça n'a pas toujours été évident. Et c'est vrai que sur les premières sessions, justement, le compagnonnage de ma collègue psy m'aidait justement à faire ça, à prendre un peu le relais quand parfois j'avais du mal, que je restais stoïque parce que je ne savais pas forcément toujours comment répondre. Maintenant, avec l'expérience, j'y arrive beaucoup plus. Nécessité d'avoir aussi une aisance réflexive sur l'éthique du soin pour pouvoir rebondir et les accompagner. De trouver facilement des contre-exemples. Ce qu'on leur avait demandé aussi, c'est de leur laisser un petit peu le choix, passer un moment sur la 4e et 5e session, on leur a dit, vous choisissez la thématique. Ça, ils s'en sont pas saisis du tout. J'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu de retour de leur part. Donc, c'est nous qui avons imposé dans une suite qui nous paraissait logique. Ça nous a surpris parce qu'on pensait que justement, ils allaient avoir envie d'aborder certains thèmes de cette éthique du soin et pas forcément. Donc nous, on avait repéré certaines choses qui les mettaient un petit peu en difficulté, mais on s'est dit, on va en faire des ateliers. Eux, ils l'ont pas repéré, que ça les avait mis en difficulté. Nous, on l'a vu. Donc, ça sera la thématique 4 et 5. Il y a des jeux qu'ils ont refusés. Alors, refusés. Comme je suis dans une position de maître ignorant, ça va, c'était pas toujours une forte opposition, mais il y a des jeux qui les mettaient en difficulté, notamment des jeux basés un petit peu sur la lecture. Et donc, leur faire lire des textes et les faire travailler sur des textes, ça n'a pas été simple pour tout le monde. Surtout que je prenais des textes, d'éthique, avec la complexité des fois de certains auteurs à écrire dans un langage qui est peu commun pour nous, soignants et paramédicaux du quotidien. Et donc, on s'est dit, OK, mais par contre, on ne va pas leur faire le plaisir de ne plus les faire travailler sur des textes. Et donc, petit à petit, on l'a fait, mais totalement différent pour en arriver sur la fin à ce qu'ils arrivent à travailler sur des textes et leur signaler, mais regardez maintenant, à 1 an et demi maintenant, vous arrivez à travailler sur des textes et à comprendre les textes. C'est ce que j'appelle aussi la valorisation, leur dire en fait quand il y a du progrès et quand ce qu'ils font, en fait, c'est bien.
Les participants aussi ont proposé d'adapter certains jeux, et ça, je vous l'ai dit. Juste, l'un des dangers, en fait, en ayant ce type de pédagogie-là, c'est de tomber, en fait, que dans le divertissement. Après, au bout d'un moment, on peut en arriver à jouer pour jouer. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur les 2 premières sessions, c'est qu'on enchaînait les jeux, mais on s'est dit, mais en fait, où est la réflexion, là? Est-ce qu'on les a si bien fait réfléchir que ça? Donc, on s'est un petit peu repris sur ça, donc mis moins de jeux et plus de temps de réflexion à la fin de chaque jeu pour reprendre ce qui avait été dit et essayer de rediscuter ce qui s'était passé durant le jeu, pour pas que ça tombe dans le divertissement, parce que c'était pas du tout le but. Alors, comme je vous avais dit, hein, il y a eu une évaluation de ce projet avec le grand A, la relation soignant-soigné, et le grand B qui était le burn-out. Le grand A, on a arrêté ce questionnaire auprès des patients parce qu'il y avait un questionnaire qui était donné. Il y avait un soin au hasard, je venais. C'était un soin, l'infirmier Quintini, il avait un soin auprès de Madame X. J'allais voir Madame X pour savoir si elle était d'accord pour remplir le questionnaire. Elle l'était. Je disais, ben voilà, l'infirmier Didier vient de vous faire un soin, je vous passe le questionnaire, vous devez évaluer la relation soignant-soigné que vous avez eu ensemble. Il y avait un questionnaire à remplir et je donnais le même questionnaire en fait aux soignants. Et là, les patients, ils ont du mal. Ils ont du mal de noter comme ça même si je leur disais qu'il y avait une confidentialité, c'était moi qui récupérais tout et que c'était anonyme, ils n'y arrivaient pas. Alors, ils le faisaient et à chaque fois, ils me disaient, le service ici, il est génial. Le service ici, il est génial. Et ils répondaient pas vraiment à la question. Donc, pour nous, c'était un biais parce qu'au final, ils venaient pas évaluer la relation soignant-soigné de cette personne-là qui avait la formation ou qui n'avait pas la formation. Ils évaluaient l'ensemble du service. Et surtout que ça me demandait un temps énorme parce qu'il fallait que j'arrive à 75 questionnaires. Et c'est pas simple de se dégager du temps toujours pour la recherche. Et j'étais seule à la mener à distribuer, à aller voir les patients pour savoir s'ils étaient d'accord pour participer à la recherche. Et puis, on s'est aperçu aussi qu'il y a certains patients qui ne voulaient pas répondre au questionnaire de peur de représailles du service. Et là, on s'est dit que c'était un réel biais parce que si au final, si on n'avait que des personnes qui répondaient parce qu'ils étaient contents et ceux qui n'étaient pas contents de la relation soignant-soigné ne répondaient pas, c'était un biais. Donc, on n'allait pas avoir quelque chose de très satisfaisant sur les résultats. Ensuite, il y a eu du coup la crise sanitaire. On a dû arrêter la formation. Il n'y a pas eu les 6 sessions, il n'y en a eu que 5. Et on a arrêté l'étude forcément du burn-out parce que pour moi, c'est un trop gros biais d'évaluer le burn-out, de l'impact de ma formation sur le burn-out alors que le Covid est passé par là. Ce qui a été difficile, hop, j'ai pas fini, je pense que c'est pas moi qui passe. Voilà, merci, super. Ce qui a été difficile, c'est la transmission en fait des équipes, des participants auprès de leur équipe. Ça, ils n'y sont pas parvenus. Donc, c'est pour ça qu'on l'a quand même maintenu jusqu'au bout pour leur donner des outils de communication, de réflexion, comment se positionner. Mais ils n'ont pas réussi à le mettre en place. Ils s'en sont plus saisis c'est des outils de communication, ce qui va nous permettre de discuter avec le patient et avec nos collègues, mais pas forcément d'éthique du soin. Donc, pour l'instant, du coup, j'ai des résultats. Les résultats que j'ai sur le burn-out, ce qu'on s'est aperçu, c'est ceux qui, en fait, ont demandé la formation éthique, c'est ceux qui étaient à plus haut risque de burn-out que ceux qui n'avaient pas demandé. Et la deuxième chose qu'on a pu constater sur l'évaluation, donc ça, c'était avant la formation, et au milieu de la formation, on a refait passer un questionnaire auprès des participants et des non-participants. La tendance était la même. Après, la seule chose que je sais, c'est qu'au sein du groupe, en fait, il y a eu 3 personnes en burn-out sur 16 participants, alors qu'il n'y en a pas eu autant sur l'ensemble du service dans lequel je suis. Donc, je ne peux pas en tirer de conclusion particulière, mais moi, du coup, ça m'interpelle de me dire que c'est dans le groupe d'éthique du soin. Je ne sais pas si c'est la réflexion ou si c'est parce qu'ils étaient déjà fragiles, et du coup, ça ne les a pas empêchés d'eux, mais voilà, ça m'a quand même interpellé. Ils sont beaucoup, du coup que ça s'est arrêté, là, la première vague du Covid est passée, tout le monde a un petit peu repris leur poste et tout, et tous les participants m'ont redemandé régulièrement, mais c'est quand qu'on a la conclusion, c'est quand qu'on fait la 6e session. Donc nous, à la PHM, les formations ne sont pas ouvertes, les formations institutionnelles, donc je ne vais pas me permettre de faire une formation, on va dire, dans notre unité. Et certains d'entre eux demandent en fait une suite. Mais quelle va être la suite de ton projet? Est-ce que tu as une idée? Parce que si nous, il faut qu'on le fasse avec toi,
on veut bien le faire avec toi. Et je trouve ça justement génial, qu'ils s'en soient saisis et qu'ils sont prêts justement, pour certains, à se mettre de mon côté. Et ça tombe bien parce que c'était un petit peu l'idée que j'avais de la suite du projet. C'était de les mettre un petit peu du côté du formateur. Et comme je vous ai dit, j'aime pas ce mot formation parce que pour moi, c'est plus les amener à avoir une réflexion en me positionnant en tant que maître ignorant et les aidant par le jeu. C'est pour ça que j'aime pas le mot formation. J'ai toujours préféré le mot temps de réflexion. Donc, ils sont prêts à être de mon côté et à aider les autres. Et ils m'ont dit, et tu sais que pour nous, c'est dur de prendre la parole en public, mais pour faire vivre le projet, il y en a qui m'ont dit, on est prêt à basculer de ton côté, de t'aider pour continuer à le faire vivre. Donc, cette même formation, je l'ai donnée à la maison de Gardanne, sur l'ensemble du personnel de la maison de Gardanne. Donc, forcément, hein, ça n'a pas été les 5 sessions, ça a été vraiment la sensibilisation, ce que j'avais fait en projet pilote, mais un peu amélioré, plus fort de mon expérience cette fois-ci. Et je parle vraiment de sensibilisation parce que ce que j'ai pu m'apercevoir, c'est que c'est pas comme ça en un jour qu'on arrive, ou même là en 5 sessions sur 2 ans, où on arrive vraiment à faire passer tous les messages, à faire réfléchir sur les gestes du quotidien. En fait, la lourdeur, surtout là avec les temps qui courent, la lourdeur en fait institutionnelle les pousse souvent à ne pas réfléchir. Alors, ne pas réfléchir, c'est pas qu'on réfléchit pas dans les soins, mais on n'a pas ce temps réflexif vraiment pour se dire, oh, qu'est-ce que je fais? Là, le patient, il me demande, je prends cet exemple-là parce que c'est un des jeux sur lesquels on travaille en jouant au tribunal. Est-ce que je dois faire la toilette d'un patient ou pas alors qu'il est autonome? De réfléchir, de porter des arguments pour, contre, de voir ça avec les 4 principes éthiques. Parce qu'on fait de l'éthique des fois sans le savoir avec les 4 principes, c'est juste qu'on ne donne pas des mots derrière les arguments qu'on donne. De se poser et de tous aller dans la même ligne. Non. Quand on est dans le soin, il y en a qui vont la faire, il y en a qui vont pas le faire. J'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas le temps d'aller voir mes collègues, j'ai pas le temps un peu de réfléchir en équipe, de savoir qu'est-ce qui est le mieux à faire. Non, chacun fait comme un peu il peut. Donc, il y en a qui le feront, il y en a qui le feront pas, et ça enlève un petit peu de cette réflexion. Et c'est là où on est, des fois, même plus dans une standardisation, on est dans une routine individuelle de personnes qui font comme ils ont l'habitude de faire. Donc, ça demande vraiment, en fait, du temps, ce type de formation-là. Voilà. Et je vous ai mis une petite bibliographie qui m'a aidé, en fait, à construire et à trouver les thématiques que je devais aborder lors de ces temps réflexifs, parce que maintenant, je préfère parler de temps réflexif que de formation. Voilà. Merci à vous. Je sais pas si j'ai... Voilà, merci beaucoup Didier. Maintenant, la parole est donnée au docteur Tesson de la clinique Sainte-Élisabeth. Alors, bonsoir à tous. Le titre de ma petite causerie est un petit peu énigmatique, j'en suis bien conscient, mais je pense que petit à petit, vous allez comprendre la raison de ce titre. Et en fait, je vais m'inscrire bien dans ce qui a été dit sur... il s'agit de parler d'éthique du soin. Je ne suis pas là pour parler ce soir de grandes questions éthiques, un petit peu les questions emblématiques, mais bien de l'éthique au quotidien, et notamment l'éthique à propos de la relation médicale et la question de la confrontation du médecin, notamment, à la personne malade en souffrance psychologique, psychique, pour les patients donc en fin de vie. Je dirais pour commencer que ma réflexion s'inscrit dans un constat, une réalité, c'est que la relation médicale, qu'on le veuille ou non, est quand même une relation, est une rencontre entre 2 vulnérabilités. La vulnérabilité du malade, qui est évidente, qui est exposé par sa maladie, le malade qui est dépouillé, cette vulnérabilité est dévoilée, alors que la vulnérabilité du médecin, au contraire, est cachée, et notamment cachée par son savoir et son pouvoir. Voilà, et je vais essayer de réfléchir avec vous sur les enjeux de cette rencontre entre ces 2 vulnérabilités, l'une dévoilée et l'autre cachée par le savoir et le pouvoir médical.
on parle de soins palliatifs et d'accompagnement. Depuis des années, moi, je parlais que de soins palliatifs pratiquement parce que dans ma tête, soins palliatifs sous-entendait accompagnement. Mais petit à petit, j'ai réalisé avec les années que le palliatif pouvait étrangement aller à l'encontre de l'accompagnement. Le palliatif vient du mot latin pallium, qui veut dire manteau. On peut, avec nos médicaments, recouvrir la souffrance psychique du patient, notamment avec l'usage des psychotropes. On peut donc la recouvrir, on peut y mettre le manteau du pallium, mais on peut aussi faire le choix de ne pas recouvrir cette souffrance et de faire le choix, non pas du pallium, mais de l'accompagnement, accompagner cette personne en souffrance. Et pour ce soir, ce que je vous propose, c'est que nous puissions réfléchir aux difficultés, à tous ces enjeux qui font qu'il peut être difficile de passer du palliatif à l'accompagnement, notamment pour nous les médecins, mais les médecins travaillent en équipe et en général, les difficultés, elles concernent tout le monde. Voilà, alors je vais introduire par un petit cas clinique que j'ai vécu il y a quelques années maintenant, il y a bien 15-20 ans, une situation qui m'a marqué et qui m'a fait progresser dans cette réflexion que je viens vous proposer ce soir. Il s'agissait d'un patient d'une 50aine d'années que j'ai accueilli un soir, donc un patient qui était en fin de vie d'un cancer du rein, métastatique au niveau vertébral et notamment avec une compression médulaire, un patient qui était paraplégique. Le patient arrive à l'hôpital, il était en fin de vie, mais pouvant bien converser. Et ce monsieur m'a expliqué que lorsqu'il était jeune papa, son enfant unique à l'époque est décédé d'une méningite et pour lui, c'était une erreur médicale qui avait entraîné ce décès. L'enfant est décédé et rapidement, le couple a eu un deuxième enfant. Je crois que la maman était enceinte quand le premier enfant est décédé. Et puis, ce monsieur a développé petit à petit une insuffisance rénale chronique. Il a été dialysé pendant une quinzaine d'années. Ensuite, il a eu une greffe du rein. Et il me disait que la greffe du rein n'avait pas apporté toutes les espérances qu'il escomptait, que sa maladie n'avait pas été transformée, qu'il passait quand même beaucoup de temps à l'hôpital. Et que voilà. Et puis, quelques années après, me raconte-t-il, il était sur le parking du supermarché. À l'époque, les voitures ne s'ouvraient pas avec un automatisme, avec un ouvre-clé automatique, mais il avait fallu tourner la clé dans la serrure de la porte de voiture et le patient n'arrivait pas. En fait, il avait un syndrome neurologique qui faisait qu'il ne pouvait pas tourner la clé dans la serrure. Il a été aussitôt transporté à l'hôpital. On lui fait un scanner cérébral où on découvre une métastase d'un cancer qui venait en fait du rein. Donc, un patient qui avait attrapé, on va dire, un cancer du rein suite au traitement immunosuppresseur qui avait été mis en place depuis la greffe du rein. Et ce patient ne savait même pas si le rein cancéreux était son propre rein ou le rein du donneur. Mais en tout cas, elle me faisait part de sa grande révolte face à la médecine, d'abord à propos du décès de sa petite fille, ensuite de cette greffe qui n'avait pas changé radicalement sa qualité de vie, et puis surtout d'avoir un cancer qui avait gagné son cerveau, sa moelle épinière, et un cancer qui était parti d'un rein et qui était dû au traitement immunosuppresseur. Voilà, donc un patient qui était assez calme, mais qui me décrivait les choses en faisant part de toute sa révolte. Et le lendemain, le patient, j'étais dans le service, dans le couloir, et j'entends ce patient à travers la porte qui criait. J'entendais des cris et je vois sa femme qui me dit docteur, mon mari est dans une révolte terrible. Il s'en prend à tout le monde, il s'en prend aux soignants. Normalement, c'est un être extrêmement gentil et je vous demande de faire quelque chose parce qu'il est vraiment pas bien. Je vais voir le patient dans sa chambre
effectivement, je tombe sur un monsieur extrêmement révolté, traitant les infirmières de tous les noms d'oiseaux. Il n'était pas dangereux parce qu'il était paraplégique, mais vraiment, il y avait de la violence. Et puis, je propose au patient, j'entends toute sa colère. Cette colère était toujours ciblée sur le monde médical. Et j'explique au patient que je pouvais lui donner éventuellement un médicament pour calmer ses difficultés psychiques. Et le patient me dit « je n'en veux pas ». Il commence à me tutoyer en me disant « tu sors d'ici, je ne veux rien ». Voilà, je suis sorti de sa chambre et j'ai retrouvé son épouse et leur fille. Et on a pris du temps ensemble. Alors l'épouse me demandant vraiment d'agir, en me disant « il faut faire quelque chose, vous ne pouvez pas le laisser comme ça, il est en fin de vie, il n'est pas bien, faites quelque chose ». Et vous imaginez bien qu'il n'était pas simple pour moi de donner, je ne sais pas si c'était du midazolam ou un neuroleptique ou quoi que ce soit, à ce patient pour faire taire sa colère, alors que cette colère était tout à fait légitime, mais elle était, je dirais qu'effectivement, nous étions face à quelqu'un qui était dans une souffrance extrême. J'ai fait part à la famille de ce que je ressentais, de ma difficulté à lui imposer un traitement. Et puis, j'ai proposé à la famille qu'on lui offre cette capacité, cette possibilité d'être en colère, même si c'était extrêmement difficile pour les uns et les autres, notamment pour la famille, et d'accepter cette colère et de le laisser l'exprimer. Le patient a été comme ça en colère et extrêmement violent, je pourrais dire, pendant plusieurs heures. Le lendemain, le patient était calme. Je ne suis pas retourné le voir parce que je pensais qu'il n'était pas bon que le médecin retourne dans sa chambre au risque d'attiser encore cette révolte face à la médecine. Et le patient est décédé le surlendemain, tranquillement, apaisé, je dirais, sans avoir reçu aucun psychotrope. Voilà, je pense que quelqu'un aurait été dans le couloir du service ce jour-là, en entendant les cris, aurait été un petit peu effrayé en disant « mais c'est ça, les soins palliatifs, mais qu'est-ce que vous faites ? Les gens sont vraiment en souffrance ». Il y avait quelque chose qui marquait effectivement cette souffrance de façon extrêmement importante. Donc, je dirais qu'il a fallu quand même faire un effort pour ne pas répondre à une incitation spontanée à apaiser ce patient et à donner une atmosphère beaucoup plus calme dans le service. Voilà, et c'est à propos de cette situation donc, que je souhaitais introduire ma petite allocution et vous inviter à réfléchir ensemble, je le disais, à cette rencontre entre deux vulnérabilités donc, et à ce passage du palliatif à l'accompagnement. Pour ce patient, nous avons fait le choix en équipe de ne pas être dans le pallium, de ne pas mettre de manteau sur sa révolte, sur sa colère, mais d'accompagner ou peut-être simplement de laisser la famille accompagner cette personne souffrante. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'à travers tout cela, nous nous interrogions sur notre capacité à nous ouvrir à un autre que nous-mêmes. Est-ce que le malade est un autre que nous-mêmes ou bien est-il un prolongement de moi-même, notamment pour nous les médecins? Est-il un prolongement de moi-même à travers mon savoir et mon pouvoir? Et donc, je vous invite, je vois que le passage de la diapositive est lent. Voilà. Je nous invite à réfléchir un petit peu sur ce qu'est la relation de proximité. La relation de proximité. Nous avons fait le choix, en tant que médecin, en tant que soignant, en tant que psychologue, je ne sais, de nous rendre, par notre métier, de nous rendre proches de la personne souffrante. Et la relation de proximité qui va être la nôtre, à travers le soin, est une relation qui a ceci de particulier qu'elle est d'autant plus intense qu'il persiste, enfin que nous sommes proches du patient, mais qu'en même temps, il persiste entre lui et moi une distance. Voilà ce que je disais, voilà. Donc, par le soin, nous allons nous rendre proches du malade.
Voilà. Et la relation de proximité est une relation qui n'est pas une relation fusionnelle, mais une relation qui préserve une distance entre le malade, on pourrait dire entre l'autre et moi-même. Je voudrais vous parler un tout petit peu de la réflexion du philosophe Emmanuel Lévinas à propos de cette expérience de l'altérité. Emmanuel Lévinas dit que nous ne faisons pas l'expérience de l'altérité quand la relation à l'autre se fait dans le savoir, dans la connaissance, à savoir lorsque nous avons le sentiment de tout connaître l'autre, eh bien finalement nous l'englobons, nous le faisons à notre propre mesure. Lorsque Emmanuel Lévinas dit également que nous ne faisons pas l'expérience de l'altérité lorsque nous sommes dans une relation de pouvoir. Là aussi, le pouvoir rend l'autre à notre mesure. Et enfin, Emmanuel Lévinas dit que lorsque la relation est fondée sur le besoin, eh bien, nous ne faisons pas non plus l'expérience de l'altérité. Pour illustrer un tout petit peu, à propos du savoir, ça passe tout seul. Voilà. À propos du savoir, je ferai simplement, je parlerai de ma connaissance de la langue française et ma méconnaissance de la langue anglaise. Je connais bien le français comme vous et je ne fais pas l'expérience que le français est une langue, que le français est autre que moi, bien sûr. Il y a quelque temps, j'étais allé à un congrès qui était tout en anglais. Je ne maîtrise pas très bien l'anglais et j'ai fait l'expérience que la langue anglaise est autre que moi. Elle m'est étrangère. Voilà, donc lorsque nous sommes dans une connaissance totale, eh bien, nous ne faisons pas l'expérience de l'altérité. Et vous savez que nous faisons effectivement souvent cette expérience de l'altérité dans la relation au malade en fin de vie, où nous ne comprenons pas tout du patient. Il y a des choses qui nous échappent bien souvent. Emmanuel Lévinas dit que nous ne faisons pas l'expérience de l'altérité dans la relation de pouvoir. Le chef militaire qui commande à ses soldats est dans une relation de pouvoir et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Tout le monde obéit. L'officier et ses militaires vont ne faire qu'un et ça va être nécessaire pour gagner la bataille. Mais l'officier ne fait pas l'expérience de l'altérité à travers ce pouvoir. Pour nous médecins, on va le voir tout à l'heure, eh bien sûr, on est régulièrement dans le pouvoir et heureusement, mais de temps en temps, nous faisons l'expérience de l'altérité, c'est-à-dire nous n'arrivons pas. Nous faisons l'expérience de la... Excusez-moi, je ne trouve plus le terme, enfin de l'échec. Voilà. Ensuite, le besoin. Emmanuel Lévinas dit que nous ne faisons pas l'expérience de l'altérité dans le besoin. Effectivement, nous pouvons considérer l'autre comme répondant à notre besoin. L'autre va être mis à ma mesure. Et en médecine, ça peut être la même chose. Le malade peut répondre à notre besoin ou alors nous faisons l'expérience qu'il ne répond pas à notre besoin. Je suis désolé, c'est peut-être un petit peu confus, mais vous allez mieux comprendre petit à petit, je pense. Voilà. Donc, Emmanuel Lévinas dit que nous ne faisons pas l'expérience de l'altérité dans le savoir et le pouvoir. Je vais maintenant développer cette notion de savoir et de pouvoir dans la relation médicale et voir combien tout cela va pouvoir être une ambiguïté et un obstacle finalement au respect envers le malade. Voilà. Je voudrais aborder deux difficultés qui rendent difficile éventuellement pour nous médecins l'idée de faire l'expérience de cette altérité, que l'autre est un autre que nous.
La première difficulté est liée à notre identité professionnelle. Et la seconde difficulté que je développerai est plus une difficulté d'ordre personnel avec la notion de fausse pitié que je développerai à propos de la pensée de Nietzsche. Alors, d'abord, la première difficulté, notre difficulté à faire cette expérience de l'altérité avec cet attachement à notre identité professionnelle. Toute petite vignette clinique, toute simple. Je sors de chez moi un matin, je croise mon voisin et ami Didier qui me fait part, je lui demande comment ça va Didier, il me raconte que ça va pas très bien et que ça fait 3-4 nuits qu'il dort vraiment pas. Il se plaint, j'entends sa plainte, mais il ne me vient absolument pas à l'idée d'aller proposer à Didier de passer chez moi le soir pour que je lui fasse une ordonnance d'un médicament pour dormir. Je sais que Didier m'informe de ses difficultés. Une demi-heure après, j'entre dans mon service. Le premier patient que je rencontre me dit qu'il n'a pas dormi de la nuit, que ça fait 2 nuits qu'il ne dort pas. Eh bien, il y a tout lieu de penser que je vais être à risque de considérer que la demande de ce patient est que je lui donne un médicament pour qu'il dorme la nuit. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que dans ma rencontre avec mon voisin Didier, je n'ai pas eu du tout l'idée de lui donner une ordonnance, alors que devant le malade, eh bien, je prends sa plainte pour une demande de médication. Eh bien, c'est que en arrivant à l'hôpital ou à la clinique, je me revais de mon identité professionnelle et cette identité professionnelle va m'amener à agir, à vouloir toujours agir. Alors, réfléchissons un petit peu sur cette identité professionnelle. Pour nous, les médecins, l'identité professionnelle est basée sur le savoir et le pouvoir. C'est une réalité aux yeux des malades, aux yeux des familles, à nos propres yeux, éventuellement aux yeux des soignants. Le médecin représente le savoir et le pouvoir. Et c'est depuis la première année de médecine, nous ingurgitons du savoir tous les ans, nous le régurgitons tous les ans en fin d'année, et petit à petit, notre identité est vraiment fondée sur ce savoir qui nous donne du pouvoir. Cette identité fondée sur notre savoir et notre pouvoir, eh bien, elle va contrebalancer l'angoisse de la mortalité, notamment l'angoisse du malade, l'angoisse de sa famille. Et on sait très bien que quand n'importe qui cherche un médecin traitant, eh bien, on cherche d'abord un médecin qui a du savoir, quelqu'un de compétent, et quelqu'un qui est dynamique, qui a du pouvoir. Donc, il n'est pas malheureux que l'identité du médecin soit fondée sur le savoir et le pouvoir. Simplement, je vous propose qu'on réfléchisse un petit peu sur cette balance. Le savoir et le pouvoir du médecin vont contrebalancer l'angoisse du malade liée à sa mortalité, l'angoisse de la famille, l'angoisse des soignants, du médecin lui-même. Mais dans la situation de fin de vie, lorsque nous sommes confrontés à nos limites, eh bien, que va devenir cette balance ? Le savoir médical, en soins palliatifs, il peut croître, il peut être perfectible, mais il a ses limites. Et au fur et à mesure que le malade évolue, eh bien, on sent très bien en général que notre savoir s'atrophie et il vient mettre à mal cette identité. Si le savoir du médecin diminue, dans un contexte où l'angoisse du malade et de tous ceux qui l'entourent augmente, et si le médecin est accroché à cette identité du savoir et du pouvoir, eh bien, le médecin va avoir tendance à hypertrophier son pouvoir. Je reviens en arrière. Soit le médecin arrive à se décentrer de cette identité savoir-pouvoir,
soit il reste accroché à cette identité. Et dans un contexte où le savoir baisse, où l'angoisse monte, eh bien, ça va être le pouvoir qui va être exacerbé. Et vous savez que dans les situations de fin de vie, hein, lorsque notre couple savoir-pouvoir est malmené, lorsque le couple savoir-pouvoir est malmené et que l'angoisse monte, eh bien alors, il peut être tentant, il est souvent spontané d'exacerber un pouvoir, notamment en prescrivant éventuellement des psychotropes, en prescrivant des examens complémentaires, en prescrivant toutes sortes de traitements. Voilà. Donc, toute petite réflexion sur l'identité du médecin, centrée sur le savoir et le pouvoir, et avec cette propension à prendre un certain pouvoir sur le patient lorsque le savoir diminue et que l'angoisse liée à la circonstance, la fin de vie, est croissante. Voilà, on peut être tenté d'agir parce que notre métier nous le demande. Eh bien, non. Il s'agit peut-être quelquefois de ne pas agir, comme dans cette situation que j'ai décrite tout à l'heure avec ce patient. Et je vous relate une citation de Jean-Christophe Weber, qui est professeur de médecine à Strasbourg. Tant qu'il n'y a que des devoirs à accomplir, il n'y a pas encore de place pour l'éthique. Hein, si nous devons sans arrêt agir, eh bien, agir au nom du devoir, eh bien, il n'y aura pas de place pour l'éthique. Autre difficulté, à ne pas agir, à ne pas mettre le manteau sur la souffrance psychique du malade et à faire le choix de l'accompagnement. Une autre difficulté, c'est la fausse pitié, selon Nietzsche. Pour Nietzsche, il y a une tendance humaine qui est de s'approprier la souffrance de l'autre. Et Nietzsche a dit à propos de la compassion que celle-ci permet de céder à une pulsion de plaisir. Il dit que face à la souffrance d'autrui, eh bien, nous allons éventuellement avoir une triple jouissance, un triple plaisir. Face à la souffrance, il peut y avoir une émotion suscitée par la souffrance. Il n'y a qu'à voir, par exemple, lorsqu'il y a un accident sur la route. Vous savez, quelquefois, il y a un accident, puis il y a un deuxième accident parce que les gens s'arrêtent pour regarder l'accident. Il y a une espèce de fascination pour la souffrance. De même, quand on apprend un événement grave à la radio, et puis on va avoir tendance à aller sur Internet, à regarder la télé. Il y a une excitation, hein, liée à la souffrance. Cette excitation, c'est donc le premier plaisir, la première pulsion de plaisir que décrit Nietzsche lorsque nous sommes dans un acte de compassion. Pour lui, il y a cédé à cette propre pulsion. Pour Nietzsche, il y a ensuite une deuxième pulsion de plaisir qui est l'exercice d'une puissance. Face à la souffrance d'autrui, eh bien, il va y avoir le plaisir d'agir. Une véritable pulsion, un plaisir à agir, à résoudre éventuellement la difficulté. Et puis une troisième pulsion de plaisir qui est la reconnaissance. Lorsque nous avons agi, nous avons exercé une puissance, il y a une amélioration par exemple, eh bien il va y avoir de la reconnaissance de la part des autres. Eh bien je crois que alors je ne sais pas si tout acte de compassion est vraiment cédé à cette pulsion, ces trois pulsions de plaisir, mais en tout cas, je pense qu'il y a un véritable risque et je pense que nos actes de compassion, on va dire, ont quelque chose à être purifiés, et notamment nous, concernant les médecins. Je fais l'expérience quelquefois, lorsqu'un patient n'est pas bien, lorsqu'il y a un patient qui est agité, qui est extrêmement anxieux et que vous lui faites par exemple une titration en midazolam, eh bien rapidement, en quelques dizaines de secondes, on voit que le patient se détend. Il se détend, il est beaucoup mieux. Et moi, je fais aussi cette expérience de la triple pulsion de plaisir, il y a une excitation, le malade n'est pas bien, il y a quelque chose à faire. Et puis, on va exercer un acte qui va être puissant sans que les choses cèdent grâce à notre médicament. Et puis ensuite, éventuellement, on a la reconnaissance de la famille, des soignants. Voilà. Donc,
cette triple pulsion décrite par Nietzsche, eh bien, elle présente un danger pour nous les médecins, mais pour les soignants aussi, hein, mais une propension à agir et à céder à ce triple plaisir. Eh bien, je crois vraiment qu'il s'agit d'un danger qui nous guette. Voilà, et je cite là Louis Pasteur qui disait « Celui qui souffre m'appartient ». Mais, encore une fois, je pense que lorsque le mobile de l'action médicale, hein, de l'acte médical, est empreint de cette triple pulsion, eh bien, il y a un risque d'exercer un pouvoir. Il y a un risque que notre acte médical vienne répondre à notre propre besoin. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'ouverture à l'altérité. L'autre n'est pas un autre, mais il vient répondre à mon besoin de puissance notamment. Voilà, et si l'acte médical est empreint de tout cela, eh bien l'acte médical peut redevenir un lieu de plus où règne le moi, enfermé sur lui-même, sur soi, sur ma jouissance, mais portant un regard dangereux sur l'autre. Alors, je ne dis pas, bien sûr, je ne pense pas qu'il s'agit de s'abstenir de toute intervention sur la souffrance psychique des malades. Bien sûr que non, hein. Et les malades nous sont confiés, ils se confient à nous. Ils attendent quelque chose de notre savoir, de notre pouvoir. Mais je vous propose cette réflexion pour nous inviter à mettre le pallium qui va recouvrir la souffrance psychique, mettre ce pallium à sa juste place. Il ne s'agit pas d'empêcher tout combat avec les psychotropes, tout combat de la part du patient dans sa souffrance psychique. Mais il s'agit de garder en tête le risque d'une surdité pour nous-mêmes à l'encontre de ce qui se passe pour le malade, ce qui se cherche à se dire en lui et qui le fait avancer. Ce patient dont je parlais tout à l'heure, qui était dans une révolte vraiment majeure, ce patient n'était pas bien du tout et il était tentant vraiment d'agir pour avoir la paix. Mais je pense vraiment que dans ce cas-là, il aurait été de ma part, et c'est un acte d'éteindre le feu, aurait été un acte qui relevait d'une surdité réelle à l'encontre de ce qu'animait ce patient, ce qu'il vivait, et aussi ce qui le faisait avancer. Ce patient n'était pas bien, mais le lendemain, il était bien, il était apaisé, il avait cheminé. Et là, je vous donne une citation de Robert William Higgins, qui est un psychanalyste qui a écrit pas mal sur les soins palliatifs en 2004, et qui a mis notamment les palliatologues, on va dire, en garde contre le palliativement correct et l'invention du mourant et la violence de la mort pacifiée. Et Robert William Higgins disait qu'aller à la rencontre de l'autre dans sa souffrance, n'est-ce pas d'abord lui offrir un cadre qui permet de le contenir et lui permettre d'élaborer. Et je pense que ce cadre, il peut passer par les psychotropes, bien sûr. Il peut passer par aussi, non pas l'usage des psychotropes, mais par le simple accompagnement de la personne. En tout cas, ce cadre doit contenir et ce cadre doit permettre d'élaborer. Voilà, je cite ici le poète Oderlin qui disait « Mais là où il y a danger, là aussi croit ce qui sauve ». En fait, à travers cette phrase d'Oderlin, je vous suggère que nous ne perdions pas en vue le danger pour nous médecins, mais pour les soignants aussi, le danger de la médicalisation de toute souffrance psychique. Et je pense que quand on a pris conscience du danger, c'est ce que dit Oderlin, là aussi croit ce qui sauve,
parce qu'on prend conscience du danger d'étouffer le patient, d'être dans une relation qui ne respecte pas l'altérité, une relation qui ne veut pas faire cette expérience de l'altérité, eh bien, on est dans quelque chose de dangereux. Mais être conscient de ce danger est ce qui sauve. Alors, pour terminer, je dirais que conscient de ce danger, de ces dangers, je nous propose à tous, et à moi le premier, de tout faire pour discerner l'attente du patient au-delà de la plainte. On l'a dit tout à l'heure, la plainte est facilement interprétée par le médecin comme une demande de soulagement, une demande d'intervention, et il s'agit de discerner qu'est-ce qu'il y a derrière réellement et quelle est l'attente du patient. Pour nous y aider, eh bien, il y a le travail d'équipe. Et je crois que un danger pour nous, les médecins, c'est quand les soignants nous enferment justement dans cette identité fondée sur le savoir et le pouvoir. Il sait, il peut faire quelque chose, il va faire quelque chose. Eh bien, je crois qu'il y a vraiment toute une éducation à faire en équipe pour que l'équipe soignante ne soit pas toujours en attente que le médecin intervienne, mais accepte que nous faisions l'expérience de la non-toute-puissance, l'expérience que le malade est un autre que nous-mêmes et que nous n'allions pas forcément intervenir. Ensuite, il y a un travail sur soi pour connaître tous nos conditionnements, tout ce qui fait que nous allons avoir du mal à ne pas intervenir, notamment, je crois, un travail sur ce que disait Nietzsche, je vous invite à relire. Et puis, bien sûr, un des moyens pour vraiment discerner l'attente du patient, c'est l'écoute du patient, qu'est-ce qu'il me dit réellement, et puis l'apport que peut apporter la psychologue ou le psychologue dans l'équipe. Je crois que cette dimension du métier de psychologue au sein des équipes de soins palliatifs est essentielle pour accompagner finalement le médecin lui-même et l'inviter à sortir de cette toute-puissance, de cette propension à agir un petit peu en permanence. Je termine avec cette citation du philosophe aixois Maurice Blondel qui disait « La conscience est cette intériorité à dévoiler au-delà des raisonnements souvent superficiels qui tentent de l'expliquer ou de la justifier. » Lorsque nous agissons, eh bien, on peut donner des explications, on peut justifier rapidement pourquoi nous faisons cela, mais il s'agit d'une exigence professionnelle et je dirais personnelle aussi, de faire un travail pour dévoiler ce qui nous habite réellement et qui nous pousse à agir quelquefois au-delà de nos explications et de nos justifications. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Hubert. Alors, on va voir s'il y a des questions. Moi, j'en ai une pour Didier. Donc, j'ai vu que vous avez intégré à la formation, enfin à la réflexion, les ASH. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Peut-être qu'il manque aussi les médecins. Oui, alors à ce sujet, du coup, je peux répondre. C'est vrai que déjà, ça avait été une des demandes des participants. Pourquoi il n'y a pas les médecins? Pourquoi il n'y a pas les médecins? J'ai voulu éviter quelque chose et je pense que j'ai bien fait. C'est que, comme c'était du personnel soignant de la même équipe, mettre les médecins et les cadres en plus, j'avais peur que ça tourne passer un moment au règlement de compte sur qu'est-ce que vous faites pas. Et je pense que j'ai bien fait parce que pendant ces temps-là, il y a eu beaucoup de remontées sur des prises en charge des médecins, des comportements de médecins, des comportements de cadres. Et je voulais vraiment pas que ça tourne à un règlement de compte de service. Parce que voilà, c'était du personnel que du même service. Je pense que si ça avait été ouvert à l'ensemble de la PHM, du coup, et de brasser des médecins avec des infirmiers, où il n'y a pas comme ça des problématiques de service, c'était très bien. Il y aurait pu avoir aussi des kinés, même des secrétaires, parce que les secrétaires, elles aussi, ont un contact avec les patients.
Oui. Ce qu'il y a, c'est que je me suis, entre guillemets, facilité un peu la vie en évitant les cadres et en évitant les médecins pour éviter justement qu'il y ait des attaques, directes ou indirectes. Oui, ou alors il faudrait une formation réservée aux médecins. Oui, alors je dirais oui et non, parce que certes, les médecins n'ont peut-être pas les mêmes problématiques, mais en vérité, tout le monde a la même problématique et c'est bien que chacun entende les problématiques des uns et des autres et qu'est-ce que l'éthique du soin pour les uns ou pour les autres. Et justement, un éclairage d'une autre profession est aidant. Je l'ai très bien vu quand il y avait les agents d'accueil et qu'il y avait aussi des infirmières et des aides-soignants, mais l'agent d'accueil, elle avait un tout autre regard sur la situation ou sur les jeux ou apporter une autre dynamique ou une autre vision ou une autre réflexion et c'était aidant. Donc, je pense pas qu'il faut vraiment séparer. Ou alors, oui, là, il fallait que je sépare parce que c'était au sein du même service. Mais en soi, l'idéal, c'est de ne pas séparer. Et à Gardanne, je n'ai pas eu cette problématique-là et je l'ai fait et c'était tout le monde était mélangé. Oui. Mais je connais un peu le système APHM, donc j'ai préféré éviter. D'accord, merci. Alors, je vois toujours pas de questions arriver. Je vois des remarques. Bonsoir et félicitations pour ce temps de réflexion réellement éthique. Mais j'ai pas de questions. Alors, peut-être une question, j'ai peut-être une question personnelle alors pour Hubert. Je voudrais lui demander ce qu'il aurait fait parce qu'à un moment, il a dit le patient n'était pas dangereux car paraplégique. Donc, qu'aurais-tu fait s'il n'avait pas été paraplégique? Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais c'est vrai que quelqu'un qui devient dangereux pour autrui, il y a une incitation à agir qui est forcément plus importante. Il y a quand même un devoir d'agir éventuellement là. Oui. Mais je suis bien conscient aussi que, par exemple, avoir fait le choix de ne pas donner de psychotropes, il fallait être en forme ce jour-là. À savoir qu'il y a des jours où on est bousculé par le temps. Il y a des tas de problèmes à régler à la fois. Il y a des jours où on est en capacité d'accueillir cette souffrance qui est plus importante que certains autres jours. Et je suis bien conscient qu'il aurait été possible que dans d'autres circonstances, j'étais amené à agir en me disant non, je fais quelque chose. Donc, si j'ai raconté cette histoire, ce n'est pas pour dire qu'il faut faire comme ceci ou comme cela, mais pour illustrer les ingrédients et développer ensuite tout ce qui peut nous empêcher d'accepter la non-intervention. Voilà. Merci. Je vois toujours pas de questions. Solange, tu vois quelque chose? Non, je vois rien. Simplement, je voudrais rebondir peut-être sur ce que vient de dire le docteur Tesson. Moi, j'ai une question là, toujours par rapport à la situation clinique que vous venez d'évoquer. Est-ce qu'il y a eu, je dirais, une attention peut-être particulière à l'accompagnement de la famille? Si vous n'avez peut-être pas pu aller au-delà. Oui. Alors, la famille, effectivement, oui. Quand j'ai vu la femme, il y avait deux enfants et j'ai clairement entendu leur souffrance et le caractère légitime du fait qu'elle me demande d'agir. Je leur ai fait part de mon désir aussi d'agir, de le calmer. Et en même temps, je leur ai dit qu'il allait mourir très bientôt. C'était une évidence pour tous, mais que je leur proposais, alors ça peut paraître un petit peu curieux comme discours, mais je leur ai proposé que peut-être il y avait entre guillemets, un dernier cadeau à lui faire, c'est de lui permettre d'exprimer tout ce qu'il avait à exprimer, qui était difficile à entendre, mais dont il avait besoin. Et je me souviens bien de la fille notamment, qui était très, très accueillante de cette perspective d'offrir à son père cette possibilité de
de dire, de crier ce qui l'animait, il l'animait depuis longtemps, plutôt que de le museler. De le faire taire. Voilà, et ça a pris du sens vraiment pour toutes ces personnes. Et je dirais qu'il y a, je pense, quelque chose qui signe le fait que c'était un bon choix, c'est que le lendemain, tout le monde était en paix. La famille était vraiment très en paix, qu'on ne soit pas intervenu. Les soignants étaient en paix, moi j'étais en paix aussi, et voilà. Oui. Mais je pense sincèrement, en tant que psychologue, je pense que vous avez fait, en tous les cas, le choix le moins mauvais possible, on va dire. Oui, Si on se oui. place du côté de l'éthique, mais il me semble qu'effectivement, je pense que vous avez fait à votre juste place, je dirais. Alors, il y a une question qui est apparue pendant que vous parliez. Donc, le manque d'espace à penser peut-il amener à la non-bienfaisance malgré soi? C'est une question pour tous les deux. Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Allez-y, commencez. C'est vrai que il est indispensable, par exemple, les supervisions sont faites pour ça. Le travail avec les psychologues est fait pour ça. Moi, j'avais fait un master de philosophie il y a quelques années qui m'a permis de réfléchir beaucoup sur le pouvoir médical, sur ce pallium et cet accompagnement, hein, ce décentré du pallium, et de réfléchir sur le projet technicien. La rationalité technicienne. Et je crois que plus on travaille ça, plus effectivement on est à même de se décentrer, hein, tout à l'heure, de voir le danger et d'être vigilant et d'analyser ce que l'on fait. Oui, oui, oui. Et c'est quelque chose que je reprends, moi, dans ma formation, avec une citation de Walter Hasbin qui dit qu'on peut en arriver involontairement à mal faire alors que l'intention est tout à fait louable et bonne parce qu'on se centre sur soi des fois et pas sur la personne qu'il y a en face. On y colle nos intentions et tout le reste et on pense du coup bien faire à ce moment-là et on passe justement à côté et faire tout l'inverse de ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et à titre personnel, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et du coup, en étant soignant lors de la formation, c'est ce que j'essaye de faire, leur donner en fait mon vécu pour leur dire que même si je me positionne en tant que maître ignorant, ils me voient bien dans une posture de formateur quand même. De leur montrer mes échecs aussi. Et ça, je pense que ça les aide. Et moi, ça m'est arrivé une fois. On était aux urgences sur une patiente. On savait pas trop encore son statut, si elle était palliative ou pas. Et il y avait la fille, on lui a été expliqué la gravité de la situation. Ils étaient de confession musulmane et je propose à la fille, j'informe la fille qu'il y a des représentants de culte à la Timone. Je pensais bien faire en fait en faisant ça, dans mon monde, à moi. Et en fait, elle a vécu ça comme une annonce de fin de vie en disant, vous êtes en train de dire que ma mère va mourir. J'étais pas du tout ce que j'étais en train de dire, mais voilà, j'avais juste dans mon protocole, il faut informer. Donc j'informe, je pense pas, j'informe. Les choses peuvent se penser. Est-ce que c'était le bon moment, ne connaissant pas la situation, la patiente, la famille, je ne connaissais. Est-ce que je devais vraiment me permettre d'informer à ce moment-là? Avec le recul, avant d'informer, il faut penser, je pense. Il y a un temps pour tout. Et, et mais c'est vrai qu'on est formé à l'agir, donc du coup, on agit. Et s'il y a ce manque d'espace parfois, mais c'est vrai que les supervisions nous ont énormément justement aidés. Et la psychologue, pour rebondir sur ce que le docteur Tesson disait, c'est qu'elle nous a beaucoup décalé de ça en fait, de l'immédiateté, nous en tant qu'équipe mobile, de devoir répondre à la demande du service. Non, c'est pas déjà la demande du service qu'il faut répondre, c'est à la demande du patient. Et se décaler entre les deux demandes qu'il peut y avoir, hein, entre ce que le service demande et attend de nous et ce que le patient en fait demande. Donc oui, c'est un travail avec les psychologues, c'est un travail sur soi et c'est un travail avec la supervision et tout ça est très utile justement pour avoir ces espaces-là et apprendre à se connaître soi-même justement pour moins coller de soi face à l'autre. Merci beaucoup.
Donc, une question pour le docteur Tesson. Ne pourrait-on pas parler d'humilité aussi face aux patients? Vous parlez de l'intérêt des psychologues au sein des services. J'ai expérimenté en tant que psychanalyste en milieu hospitalier l'intérêt de ce que vous décrivez. Donc, la question, c'est ne peut-on pas parler d'humilité face aux patients? Ben, oui, forcément, le renoncement à l'exercice du pouvoir, accepter de faire l'expérience qu'on ne comprend pas tout, c'est un acte d'humilité, je crois, qui est nécessaire. Et je pense que exercer en soins palliatifs commence par cela. Une autre question? Oui. Je peux peut-être la poser. Ça s'adresse à Didier. Avez-vous envisagé de proposer des séances de sensibilisation à l'éthique ailleurs qu'au sein de l'AP-HM, peut-être comme vous l'avez fait à Gardanne? Ton micro. Ah mince, j'ai... ouais. Non, c'est moi qui ne l'ai pas mis, excusez-moi. Ah, c'est moi, il me semblait. Hein. Donc, moi, en fait, oui, personnellement, oui. Et c'est comme ça que Gardanne, en fait, m'a directement demandé, parce que j'étais intervenu lors d'une journée à l'ARS où les équipes mobiles faisaient part, en fait, de leur projet. Donc, du coup, c'est comme ça que Gardanne a entendu parler de mon projet et qu'ils m'ont directement demandé. Donc, moi, je suis amené à le proposer ailleurs, bien entendu. Une question pour Hubert. Merci pour ton intervention qui fait écho à notre travail en équipe mobile de soins palliatifs. Comment faire passer ces messages auprès de nos confrères médecins et internes? Nous essayons de leur transmettre quelques outils pour se mettre en disposition d'écoute, s'asseoir, laisser venir, se taire avant d'agir et de prescrire. Qu'est-ce que tu conseilles? Et je n'ai pas de conseil. Et effectivement, simplement, je trouve que c'est très vrai, le rôle des équipes mobiles, c'est de susciter cette réflexion. Bien sûr, on est là pour, en équipe mobile, donner des conseils techniques, mais il y a aussi, et peut-être d'abord, toute se saisir de toutes ces situations qui sont extrêmement pédagogiques finalement, qui nous disent beaucoup de choses, s'en saisir pour aller dans cette dynamique. A priori, je n'ai plus de questions. Ah, on a dû zapper a priori une question concernant le Rivotril. Alors, ça c'est oui, plus ça. ton domaine, Marie-Louise. Je te laisse. Oui, donc il y a quelqu'un qui parlait de soins palliatifs forcés avec le Rivotril pour les personnes âgées. Est-ce que c'était des vrais? Elle se demande si c'était des fake news pendant la vague Covid. Et voilà. Est-ce qu'il y a eu des soins non éthiques? À qui est posé la question? Il n'y a pas écrit. Alors, ça concerne, je pense, le médecin et l'infirmier. Je ne sais pas, en tout cas, très rapidement, le Rivotril, c'est une benzodiazépine d'action quand même très longue et on prend le risque de faire dormir le malade malgré lui, quoi. Mais après, c'est comme le midazolam, il y a la bonne utilisation. Le midazolam n'est pas mauvais ou bon en soi, c'est un médicament, le Rivotril aussi. Et la façon de l'utiliser peut être bonne ou mauvaise. Et c'est vrai que donner du Rivotril quand les gens ne sont pas bien formés à tout cela, ça peut être dangereux. Mais après, je ne sais pas quelles étaient. Je ne dirais pas qu'il y avait d'intention mauvaise, je crois, à donner du Rivotril, mais c'était un peu dangereux. Voilà. C'est peut-être pas trop le sujet du soir de donner trop de ce soir, de donner trop
d'explication là-dessus. Je ne sais pas. Tu as une autre idée, Didier? Donc, moi, du coup, pendant la première vague, je suis allé travailler en service Covid de soins palliatifs. La PHM avait ouvert une unité soins palliatifs Covid. Et comme on manquait en fait de midazolam, qui était du moins réservé pour les réa, il nous a été demandé de travailler avec du Rivotril. Mais c'était utilisé avec cette notion en fait que c'était pas la même molécule. Mais ça a toujours été de toute façon réfléchie, puisque c'était le médecin soins palliatifs qui avait été détaché sur l'unité USP Covid. Donc elle savait utiliser la molécule, réfléchir sur les situations, quand le mettre, et c'était fait en équipe. Et moi, ça m'a pas du tout interpellé. Ça a été utilisé pour moi normalement, avec de la réflexion, pas pour faire taire. On avait beaucoup de personnes âgées qui étaient souvent vers la fin en détresse respi, plus ou moins inconscientes, mais avec des fois des agitations, ce qui nécessitait parfois voilà, de mettre le Rivotril. Mais ça n'a pas été pour faire taire ou à outrance. Puis des fois, il n'y en a pas eu besoin et on ne mettait pas le Rivotril. Ok, merci. Solange, une Oui, autre? une autre. Alors, oui, ça pourrait s'adresser à, je dirais, à tous les deux. Il y a une distorsion entre les apprentissages avec des comportements conditionnés, entre parenthèses, behaviorisme. On n'est alors que dans l'action et non pas dans la réflexion du soin. Ne faut-il pas revoir les enseignements? Oui, ben, pour les Peut-être plus médecins, d'éthique, oui. alors pour les médecins, je crois qu'il n'est pas étonnant que lorsqu'on est étudiant en médecine, on apprend à agir. C'est consacré à ça a priori, le temps d'apprentissage. Et puis, je crois que c'est quand on est interne qu'on commence à pouvoir prendre éventuellement du recul et à faire toute cette démarche réflexive. Mais on peut pas la faire, on peut pas tout faire en même temps, on peut pas être, enfin, c'est difficile de tout faire en même temps. Et de la même façon, d'ailleurs, je crois que certaines pratiques médicales poussent à l'action forcément beaucoup plus que d'autres. Et je crois vraiment qu'un des intérêts des équipes mobiles, c'est justement d'apporter une rationalité médicale qui est autre que celle qui est présente couramment. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a une bonne rationalité et une mauvaise rationalité, mais il y a des rationalités qui sont complémentaires et c'est difficile pour un médecin de passer d'une rationalité à l'autre, d'un malade à l'autre comme ça, très rapidement. Et les équipes mobiles sont là pour aider, pour soutenir, pour décentrer, pour faire passer d'une rationalité à l'autre. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui se fait sur le temps de toute une carrière, finalement, je crois. Et après la phase d'apprentissage, il y a une autre phase. Merci. Merci. Là, on n'a pas d'autres questions, des remerciements. Merci beaucoup pour Oui. ce temps de réflexion. Vos présentations ont été très éclairantes. Tant mieux. C'est pas facile de parler devant un ordinateur, mais Non. si ça a été éclairant, tant mieux. Une question d'Antibes qui demande il y a de nombreux liens à faire entre les apports que vous nous faites et ça demande un temps de réflexion. Didier, Oui. avez-vous envisagé j'ai perdu. De proposer des. Oui, non. Oui, vas-y, prends la main. Voilà. Non, mais c'est ce que j'avais. On l'a déjà dit. Voilà, on l'a Oui. déjà. Oui, des séances de sensibilisation ailleurs, effectivement. Mais en tous les cas, ça serait peut-être aussi à nous, différents représentants de nos équipes, qu'elles soient des équipes mobiles ou des services de soins palliatifs, de diffuser cette possibilité-là, Didier. Oui, mon micro est ouvert. Oui, tout à fait. Voilà. Maintenant qu'on le sait, que Oui. dans tous les cas, c'est fortement intéressant.
Alors, il y a une autre question, c'est ne s'agit-il pas d'une éthique de conviction largement partagée en soins palliatifs de ne pas toujours chercher à soulager toute souffrance, mais d'accompagner? Et comment faire si des membres de l'équipe ne partagent pas cette conviction? C'est plutôt peut-être pour Hubert. Je ne sais pas si la personne parle de l'équipe équipe mobile, je n'ai pas bien compris. C'est pas précisé. En tout cas, c'est vrai que on a besoin d'aller tous dans le même sens, je dirais, qui est une culture commune. Mais après, il y a dans les équipes elles tournent, il y a toujours des nouveaux qui arrivent et il y a toute une acculturation qui est à se faire. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait quand même une majorité de gens au moins qui soient de la même culture. Si on est trop isolé, eh bien, c'est extrêmement difficile. Après, si je peux me permettre, s'agissant des autres équipes, des différents services, c'est aussi alors c'est une grande mission, bien évidemment, mais c'est aussi aux équipes mobiles de diffuser la démarche palliative et c'est pas forcément toujours très, très facile. Mais c'est pourquoi aussi on existe, on va dire. C'est pas facile parce que souvent, justement, ils attendent de nous un agir, encore une fois. Et d'arriver dans un service et leur dire, ben là, non. La même situation, arriver dans le service et leur dire, on met rien, on le laisse crier, alors qu'on a été appelé pour le faire taire. C'est là où après, il faut pas répondre forcément à leurs demandes, mais c'est là où ça devient d'autant plus compliqué pour une équipe mobile qui est transversale, qui après, comme ils pourraient très bien nous dire, vous vous en foutez, vous, après, vous partez. Donc, effectivement, c'est vrai que du coup, c'est très compliqué en équipe mobile de faire passer certains messages et de leur faire passer ce message-là aussi qu'il ne faut pas toujours être dans l'agir. Ah oui. Moi, j'ai une autre question. Certains courants de soins palliatifs n'ont-ils pas participé à, entre guillemets, soulager à tout prix en vendant le mythe d'un mourant, entre guillemets, apaisé? Ça ne va pas plaire à M. Higgins, vu qu'il avait bien parlé de l'invention du mourant. Ben oui. Je vous laisse développer cette réflexion, si vous voulez. Vous vous adressez à qui, là? À vous. À propos de Robert. Si vous le souhaitez. Hein. Oui, alors après, j'ai perdu j'ai pas noté en même temps, comme je l'ai lu en direct. Alors, oui, le mythe, peut-être. Après, ce que j'entends là dans cette question, c'est effectivement je dirais peut-être avec un peu de provocation, d'un palliativement correct, dans la mesure où effectivement on a peut-être eu et nous, on est, j'allais dire, je pense, responsable aussi. Enfin, moi, je me mets dans le lot, puisque ça fait plus de 20 ans que j'exerce en équipe mobile, mais peut-être à diffuser peut-être une représentation d'une bonne mort. Et c'est peut-être dans ce sens-là que je l'entends, où la mort serait forcément toujours apaisée, alors que la réalité, elle peut être tout autre. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, l'un et l'autre. Moi, je partage vraiment cette réflexion que vous faites. Et pour dire un petit peu plus, qui est Robert William Higgins, c'est un psychanalyste qui s'est beaucoup investi dans le développement des soins palliatifs, au début du mouvement des soins palliatifs. Et puis en 2004, il a écrit un article qui était un petit peu un pavé dans la mare des soins palliatifs, qui s'intitulait « L'invention du mourant, violence de la mort pacifiée », et où il décrit les travers des soins palliatifs qui ont inventé un type d'humain qui est l'homme, le mourant. On a inventé ce statut de mourant, et ce mourant doit
répondre à des normes du bon mourant. Les médecins qui s'occupent de lui doivent répondre aux normes du bon médecin qui s'occupe du bon mourant. Et Robert William Higgins a très bien décrit toute la violence qui est présente dans cette réduction, dans ce désir à tout prix d'apaiser la mort, d'apaiser la fin de vie. Voilà, et c'est un article qui est assez long, hein, qui fait bien Tout à fait, oui. une vingtaine de pages, mais que je vous conseille vraiment de lire parce que les soins palliatifs étaient en 2004 dans une phase de développement, c'est vraiment une croissance, et un petit peu comme une adolescence où à un moment il a fallu dire un peu stop, ça déconne. Et Robert William Higgins a dit des choses très vraies et il a mis tout le mouvement des soins palliatifs en garde. Mais le temps a passé, 2004 ça commence à être loin, et je pense que les travaux de Robert William Higgins sont peut-être un petit peu partis aux oubliettes. Et puis il y avait une psychologue qui est je crois de Reims, du centre de lutte contre le cancer de Reims, qui avait écrit aussi un article dans Médecine palliative qui s'intitulait Palliativement correct. Oui, c'est ce que. Ouais. Ouais. Voilà, et je crois qu'il est bon de lire ces articles et de les travailler en équipe. Oui. Mais ils sont toujours d'actualité, il me semble. Oh oui. On n'a plus de questions. On vous remercie bien. Plein de remerciements, hein. Oui. En tous les cas, hein, pour vos 2 interventions. Merci. Merci à vous de l'invitation. Et merci à ceux qui sont toujours à l'écoute. Il y en a encore 34. Pas mal. Bon, alors, je pense qu'on va pouvoir conclure cette soirée. Oui, chère présidente. Comment? Chère présidente, oui. Oui, bah ouais. C'est à vous le mot de la fin. Ouais. C'est pas très tendance d'être président en ce moment, mais bon. En tout cas, je remercie tous les participants nombreux qui se sont connectés ce soir pour partager cette réflexion, pour la qualité de vos interventions. Il y avait de 2 interventions très complémentaires avec un projet de recherche très, très intéressant. Et c'est vrai que ça tient à cœur à la PSP de soutenir la recherche en soins palliatifs parce que c'est une façon aussi de nous légitimer et on en a besoin aussi pour être entendu et pour faire notre place comme une compétence propre. Vous avez donné des pistes tous les 2 de réflexion et je pense qu'on partage tous ensemble, soignants de soins palliatifs, la revendication d'un espace à penser. Alors, je suis désolée, j'ai la machine à laver qui fait du bruit derrière, parce que c'est chez moi, et j'espère que ça ne parasite pas trop mon discours. Et oui, c'est essentiel de proposer un espace à penser. Je pense que effectivement, les équipes de soins palliatifs sont là pour essayer de faire retomber parfois l'emballement du soin, du protocole, d'éviter l'enchaînement de décisions sans réflexion. Et c'est pour ça que les équipes de soins palliatifs dérangent d'ailleurs. Donc c'était vraiment des interventions qui étaient très intéressantes, avec un vrai échange sur des questions éthiques pratiques du soin dans le quotidien de notre prise en charge des patients. Donc, merci beaucoup à tous 2. Merci pour les échanges pour les questions et les réflexions qui ont été très, très riches. Donc, les 2 prochaines soirées qui sont affichées, qu'on vous propose, seront les suivantes. Le 29 mars, on voulait évoquer l'actualité des traitements opioïdes, en particulier de la méthadone dans les traitements de la douleur avec Monsieur Poulain et des cas cliniques proposés par le docteur Gissereau.
Et puis, alors, on espérait pouvoir faire cette soirée en présentiel. Ce soir, je suis incapable de vous dire comment sera proposée cette soirée. Elle aura lieu en présentiel si possible, mais en visioconférence si c'est pas possible. Et je pense qu'on est tous en plein d'incertitudes quant à ce qu'on pourra faire ces prochaines semaines. Et le 14 juin, j'espère qu'on sera vraiment dans une disposition pour proposer une soirée où on pourra se rencontrer enfin pour l'AG de notre association. Et là, on fera intervenir Madame Sabine Perrier, qui représente la FISP, la Fédération francophone internationale des soins palliatifs, et qui nous montrera en fait les ouvertures de la culture palliative dans d'autres cultures francophones. Voilà. Micheline, j'ai rien oublié? Non, tu as tout dit. Pour une fois. Voilà, merci à tous et on se retrouve le 29 mars. Bonne soirée. Merci à tous. Bonsoir. Et bonne réflexion alors. Hein. Bonsoir à tous et merci beaucoup de votre participation. À bientôt. Bonsoir. Et adhérez à la PSP, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir.